Madame Foinon, vous venez d'être réélue à l'unanimité et par acclamation présidente du Comité mondial des femmes chefs d'entreprise. Pourriez-vous nous parler brièvement des perspectives d'avenir de votre organisation? Mais le passé, en général, est garantie de l'avenir. Or, nous avons déjà su, en quelques années, rallier 10 pays venus de l'Europe des 8, puisque nous sommes 8 et non pas 6, 8 avec l'Angleterre et l'Autriche. Nous avons le Canada, nous avons le Mexique, nous avons l'Argentine. À ce rythme, eh bien, nous espérons que nous nous développerons de plus en plus. Et notamment, le Japon est très désireux, les Japonaises sont très désireuses de former une association. Mais il faudrait que j'aie la possibilité de m'y rendre. Et je suis tout de même une femme d'affaires, je dois être aussi un bon bureau. J'estime tout de même que des moments comme celui qui vient de m'émouvoir profondément, cette réélection par acclamation, pour la France, c'est tout de même quelque chose sur le plan spirituel, sur le plan de l'exportation. De l'exportation non pas de biens matériels, mais de l'exportation de ce qu'est la France, la civilisation française, la femme française. Madame Foinon, vous êtes la présidente des femmes chefs d'entreprise. On parle beaucoup d'ailleurs de ces femmes chefs d'entreprise, mais qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, toute femme qui prend la responsabilité d'une affaire, qui engage son nom, son argent, et qui risque de se ruiner ou de gagner de l'argent, mais qui travaille toujours beaucoup. En France, nous avons très bien réussi, nous continuons. Et voyez-vous que nous avions bien perçu tout de même, puisque vous avez là, dans ces tout derniers jours qui viennent de m'arriver, une lettre d'une boulangère, cet employé, qui m'écrit « La solitude est dure, je voudrais voir s'il est possible d'être reçu aux femmes chefs d'entreprise. » Voici une industrielle de province, 85 ouvriers. Voyez-vous, c'est déjà une autre taille d'affaires, qui m'écrit également « J'ai 3 fils, je suis seule, c'est dur de lutter. » Le seul mérite que je me reconnais, c'est peut-être, ayant été veuve très jeune, de m'être aperçue et d'avoir enregistré cette sorte de gang épouvantable pour la femme, un véritable sarcophage qu'est la solitude. La solitude aussi bien pour la femme employée, la femme salariée, que pour la femme chef d'entreprise, que pour toutes les femmes. La solitude féminine est quelque chose de dramatique qu'il faut être femme pour réaliser. C'est donc une chaîne d'amitié féminine que vous avez créée? Oui, alors immédiatement, nous avons pris comme base, vraiment, nous avons subi l'enseignement de la plus belle figure militaire de France dans tous les temps, chef militaire qui pourtant disait à tous ses subordonnés « Il faut d'abord faire de l'amitié ». J'ai nommé le maréchal Lyautey. Et nous avons pris toujours sa formule, d'abord faire de l'amitié. Elle était gaie quand elle était ensemble. Elle avait perdu son mari, elle avait perdu donc beaucoup de choses. Et d'être avec des femmes chefs d'entreprise qui sont comme nous on est, c'était pour elle un bonheur. Elle en a imposé et elle faisait un barrage un peu. Elle était tellement stricte que les gens n'allaient pas vers elle facilement. Et moi, j'avais la chance qu'elle m'appréciait. Alors, je lui répondais sur le même ton de galéjade. Et ça lui plaisait beaucoup parce qu'elle galégeait pas beaucoup. Moi, je la taquinais. Ça l'amusait beaucoup. On a des photos où on rit vraiment toutes les deux. Je ne la voyais pas souvent rire. Elle était plutôt à nous faire des reproches qu'à nous faire des compliments. Elle était exigeante. Et même sur notre tenue. Quand on n'était pas habillé ou coiffé comme ça lui plaisait, on se prenait des petites remarques. Ça, je reverrai toute sa vie. Un jour, je suis arrivée avec les pantalons en velours. Oui, chic, en velours. Elle m'a dit, Madame Cézot, c'est tout ce que vous avez trouvé à mettre. La femme a quelquefois tendance à se plaindre. Est-ce qu'elle a raison de se plaindre? Pas toujours. Souvent, mais pas toujours. Ça a été pour moi une femme remarquable, car elle ne s'est jamais plainte. Et ça, c'est quand même quelque chose qui était dans
dans son cerveau de faire plaisir, mais de ne pas se plaindre. Vous savez, l'autorité, non, je crois qu'il faut une certaine souplesse. Vraiment, la main de fer peut-être, mais dans un gant de super velours. C'est comme ça qu'elle a dirigé son entreprise et qu'elle a pu la diriger. L'année de la femme se termine. Qu'est-ce que vous pensez de cette année de la femme, madame? Oh, elle m'est complètement indifférente. Et je crois que c'est justement là où je ne suis pas du tout d'accord avec les suffragettes mode anglaise ou américaine. Cette façon de dire nous allons bagarrer avec les hommes, on va se battre, on va se tuer. Mais non, il s'agit de travailler en commun. Au fond, moi j'estime que dans le travail, les femmes doivent être exactement ce qu'elles sont dans la famille avec le mari. Une femme habile ne se bagarre jamais avec son mari. Jamais. Elle accueille tout avec le sourire. Oui. Mais le lendemain, elle sait ce qu'elle a à dire. Et à ce moment-là, le monsieur est obligé de sourire à son tour. Je ne sais pas si elle a fait un couple heureux ou pas. Elle avait l'air de l'apprécier beaucoup, de l'admirer même à son mari quand elle en parlait. Mais je n'ai jamais senti de la tendresse. Elle était avec lui sans doute comme elle était avec tout le monde. C'était sentimentalement parlant, elle ne paraissait pas être sentimentale. Et je crois qu'elle refusait de se montrer sentimentale. Au fond d'elle-même, je pense qu'elle l'était, puisqu'avec moi elle a été chaleureuse, mais pour elle c'était difficile. Je ne veux pas qu'on mette en vedette particulièrement mon rôle de femme active en 1913, car je répète toujours que nous avons été plus de 2 millions de femmes en France qui, du jour au lendemain, ont dû remplacer le mari ou le père ou le fils. Et je souligne toujours que la femme de l'agriculture, qui n'avait jamais poussé la charrue, a mis ses bras au bout de la charrue et a assuré le pain quotidien de toutes les armées pendant toute la guerre de 14-18. Et les amis qui sont venus nous aider ont amené des canons, ont amené des chars, etc. Mais toutes les munitions de toutes les armées ont été faites par des femmes françaises dans les usines, un métier qu'elles n'avaient jamais exercé parce qu'à l'époque, c'était la femme au foyer. Et alors, vous trouvez là une floraison de femmes chefs d'entreprise parce que le commerçant partant dit à sa femme « Eh bien, tu gardes le commerce ». Et puis l'industriel, et ce fut mon cas, eh bien, il a dit à la femme qui ignorait tout de la fabrication « Je m'en vais, tâche de sauver l'usine ». Oui. Alors, c'est exactement ce qui est arrivé pour moi. Il fallait sauver l'usine. Il y avait la guerre. Et c'est parce que son mari était gazé qu'elle a pu... Voilà. On n'a pas beaucoup parlé de choses intimes avec Madame Foinon. Même moi, je ne lui ai jamais confié. Vous voyez, moi, j'étais dans le chagrin quand je l'ai connue. Je ne lui ai jamais raconté que j'étais malheureuse. Je n'ai pas eu besoin de lui raconter, elle avait compris. Et elle ne me posait pas de questions. Et moi, je n'ai pas su non plus. Il est évident que c'est l'épreuve de cette guerre, malheureusement, qui a amené les femmes brusquement à prendre des responsabilités qu'elles n'avaient pas. Où elles ont très bien réussi, elles l'ont senti. Quand les maris sont revenus, je prends le mien par exemple, eh bien, il a très bien senti que j'aurais peine, après avoir vécu dans les affaires, à revenir simplement à la maison. Donc il a fallu faire face. Tout de suite en 1921 ou 1922, j'avais été adoptée par la métallurgie et poussée au premier plan, peut-être parce que j'ai une liberté d'expression assez totale et j'avais l'habitude de dire les choses comme elles étaient. J'ai des amis, bien entendu, qui m'ont poussé à me présenter. D'autres m'ont dit « Vous ne serez pas élu, car le corps électoral est à 98% masculin ». Eh bien, je me suis présentée et j'ai été élue. Mais j'ai découvert pourquoi il n'y avait pas eu de femme élue. C'est que le papier qu'on envoyait pour poser la candidature notait les conditions qu'il fallait remplir. Condition numéro 1, présenter le livret militaire. Quelle était la femme qui, entre 18 et 39, pouvait présenter son livret militaire? Il n'avait pas le droit de poser cette question.
comme je me suis fâchée, je ne suis pas toujours commode, vous savez, comme je me suis fâchée et que j'avais beaucoup d'amis dans la métallurgie, on a dit ça ne tient pas, j'ai pu me présenter et j'ai été parfaitement élue. Quand elle a perdu son mari et qu'elle a pris les rênes de l'entreprise, voulant apprendre autre chose, elle a voulu rentrer dans des syndicats professionnels. Et elle n'a pas été acceptée par les syndicats masculins. Elle n'a pas été acceptée. Ce qui fait qu'elle a décidé de monter un syndicat ou une entreprise qui défendrait les femmes chefs d'entreprise. C'est comme ça qu'elle a eu l'idée de créer les femmes chefs d'entreprise, parce qu'elle n'avait pas été acceptée dans les syndicats professionnels masculins. C'est en 1880, bientôt un siècle, que le Sénat, auquel je suis heureuse de rendre hommage aujourd'hui, a fait voter une loi nous donnant l'électorat et l'éligibilité sur le plan consulaire, celui qui nous intéresse. Donc, nous étions électeurs et éligibles aux tribunaux de commerce, aux chambres de commerce depuis 1880. En 1945, à la création des femmes chefs d'entreprise, l'éteignoir était tel que personne n'était passé. Elle n'avait pas été accueillie, voilà. Et c'est comme ça qu'elle l'a fait. Alors un jour, elle a fait venir la presse, l'Aurore et le Figaro, dans un hôtel à Paris. Elle a dit, voilà, je monte l'association des femmes chefs d'entreprise, tel jour, à telle heure, tel endroit. Il y aura une réunion, celles qui veulent venir seront les bienvenues. Je ne sais pas dans quel hôtel ou restaurant c'était, elles étaient 7. Elles se sont inscrites, elles sont allées porter les papiers à la préfecture et c'est parti comme ça. On a commencé, mais en 1945, ça a vraiment démarré. Pourquoi? Parce que pendant les 4 ans de l'occupation, j'ai constaté que vraiment les femmes avaient été encore une fois mises à l'épreuve et que nous risquions, comme en 14-18, où on nous avait dit on vous doit beaucoup, on vous paiera ultérieurement. En fait, entre 1918 et 1939, il n'y a eu pratiquement pas d'avance. En 1945, j'ai posé ma candidature à la Chambre de commerce de Paris. Tout de suite, j'ai dit je ne suis pas la seule, il faut qu'il y en ait d'autres qui viennent avec moi. Alors nous avons présenté une candidate à la Chambre de commerce, elle est passée. Nous avons présenté une femme au tribunal de commerce, elle est passée. Et puis maintenant, eh bien, sur le plan syndical, sur le plan des grandes confédérations, il n'y a pratiquement plus de syndicats en France où vous ne trouvez une femme au comité directeur, ou bien comme trésorière, ou comme secrétaire générale, et même à la présidence. Avec le CNPF, ça a été plutôt houleux au départ. Houleux parce qu'elle leur tenait rigueur de ne pas avoir accepté son entrée au CNPF. D'ailleurs, il y en avait autant pour la CGPME, hein. C'était pareil. Elle avait essayé. Et puis après, bien, elle a donné des cours à la Chambre de commerce. Et ce qui fait qu'elle est rentrée en meilleurs termes avec le patronat français et elle en a été membre, je crois qu'elle a été vice-présidente du CNPF. Donc les choses s'étaient aplanies, avaient passé. Et elle nous incitait beaucoup à accepter les postes qu'on nous proposait et au besoin à les solliciter. Mais j'aimerais savoir si le fait pour une femme d'avoir une grosse responsabilité dans l'existence ne la gêne pas dans sa vie familiale. La question nous est souvent posée par les hommes, nous finissons par croire qu'ils n'y parviendraient pas. Elle était ennuyée de voir que les femmes des petits artisans, comme les boulangers en particulier, travaillaient beaucoup dans l'entreprise. C'est elle qui tenait le magasin. Et elle n'avait aucun statut que la femme du boulanger, c'est tout. Alors elle a fait la guerre pour qu'elle soit déclarée et que plus tard elles aient leur retraite. Et ça, elle a beaucoup œuvré avec l'artisanat pour que les femmes des artisans soient déclarées et paient les cotisations pour que plus tard elles aient droit à la retraite. Et ça a été un de ses dadas. Elle voulait y arriver. Elle en avait appris les boulangers parce qu'ils étaient réticents. C'est ça, elle a donné beaucoup aux femmes de l'entreprise.
Elle a donné, je lui ai donné, parce qu'il fallait le faire. C'est elle qui a donné au gouvernement l'idée de faire rentrer les jeunes filles dans les grandes écoles. D'ailleurs, très vite après, il y en a une qui a été majeure de sa promotion. Je ne me souviens plus du nom ni de l'année. Elle en était très, très satisfaite qu'il y ait une jeune fille qui soit majeure de promotion. C'est M. Chaban-Delmas qui disait de vous, vous êtes une femme qui ouvrait les portes et les fenêtres. Qu'est-ce que cela voulait dire? Il voulait traduire que j'avais été la première femme entrée à la Chambre de commerce de Paris, que j'étais la première femme entrée au Conseil économique et social, section industrielle. Et que la croix de commandeur qu'il me remettait, c'était la première fois aussi qu'on la remettait à une femme représentant l'industrie. Ce sont des choses qui l'ont beaucoup touchée. Et beaucoup touchée parce qu'elle était en très bons termes avec M. Chaban-Delmas. Et lui aussi, il était comme moi, il la taquinait. Et elle appréciait ce genre de choses, parce que les gens n'osaient pas le faire. Alors, ceux qui le faisaient, ils avaient un peu sa préférence, finalement. C'était son parcours aussi qui avait été difficile et qui était reconnu. Ouais, c'est la raison pour laquelle elle en était fière. Elle le méritait. Madame Foinan, que représentent ces femmes chefs d'entreprise dont vous avez la présidence nationale en France? Mais elles représentent la succession de femmes du passé, car la femme en France a toujours eu la mission de chef. J'ai déjà dit, je le redirai tout à l'heure, sous Lutèce, il y avait déjà les ordres marchands. L'ordre des merciers comptait 110 femmes et 79 hommes. Vous voyez que les femmes chefs d'entreprise sont très anciennes en France, et nous les avons vues sous tous les temps. Vous êtes aussi, madame, la présidente mondiale des femmes chefs d'entreprise. Alors, dans le monde, puisque nous avons vu maintenant la France, dans le monde, que sont-elles? Les femmes chefs d'entreprise ont été faites en France. Ça a été créé en France. J'ai été très surprise de voir que la Belgique a demandé à se rallier. Nous avons été obligés de changer, de devenir européennes. Quand on m'a demandé d'aller en Hollande, je me dis « Oh, les Hollandais, oh là 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 là, ça ne va pas aller, je ne vais pas les comprendre, c'est une autre vie, ça ne va... » Bon, enfin, ça s'est très bien arrangé. Le jour où j'ai décidé, bien avant les pouvoirs publics français, je souligne, bien avant même les Européens, puisque c'était en 1948 que j'ai été à la Chambre de commerce de Remscheid pour rencontrer des femmes allemandes, là aussi, je me suis dit, elles n'ont pas le même genre de vie que moi, ça ne va pas cadrer. Eh bien, nous avons constaté qu'en Europe, il y a une mentalité européenne qui est la même partout. Nous avons trouvé les mêmes mères de famille, nous avons trouvé les mêmes époux, nous avons trouvé les mêmes épouses. La meilleure preuve, c'est que nous nous sommes amalgamés, il n'y a pas de différence. Madame Edmond-Foinan, vous avez 78 ans et vous avez un enthousiasme... Enfin, je ne sais pas pourquoi vous dites 78, parce que ça en est 79, je suis à la veille d'en avoir 80. Voilà qui est parfait, 80. Bon. Mais vous avez un enthousiasme que n'ont pas les jeunes femmes, le plus souvent. Ah bien, écoutez, j'ai beaucoup d'enthousiasme. Et un esprit combatif. Oui, ah, ça, c'est d'accord. Ça, c'est d'accord. Ce qui m'ennuie, c'est vraiment de trouver que tout est aplani. J'ai besoin de murs à défoncer et de sentir qu'il y a une résistance. Alors à ce moment-là, c'est amusant. Autrement, c'est pas amusant. Et elle était toujours aussi droite. Ah ouais. C'était remarquable. C'était un exemple pour nous. C'est ça. Moi, je l'ai pris comme exemple, vraiment. Les femmes ont tout intérêt à y aller. D'abord parce qu'elles se retrouvent avec des jeunes femmes, ou des moins jeunes, mais qui ont les mêmes problèmes. Elles peuvent en discuter ensemble. Et je trouve que c'est une bonne promotion d'être aux femmes chefs d'entreprise. Ça vous aide à aller plus loin, d'aller plus haut, il me semble. Ce sont des idées révolutionnaires. Ça? Jamais de la vie. Oh, je proteste, je n'ai rien d'une révolutionnaire. Écoutez, vous pouvez me fouiller, je n'ai rien dans les poches, je n'ai pas de bombe lacrymogène, je n'ai rien du tout. Madame, cette deuxième phrase, le premier devoir envers les jeunes est de leur apprendre à parler moins, à travailler davantage. Un homme ne se construit que par le travail.
Oui, mais ça, c'est dans mon rapport, c'est pas dans le rapport de M. Comiti. Faudrait tout de même pas me voler. Vous voyez les hommes, c'est toujours la même chose. Hein. Je m'y attendais, Nous disons là. quelque chose et vous dites, ça, c'est pour les hommes. Non, ça, c'est pour une femme, n'est-ce pas? Et une femme, non, j'insiste, ça a été adopté par les... Nous étions tout de même 360 délégués qui sont venus, j'insiste, du Mexique, de l'Argentine, du Canada, puisque nous sommes outre-Atlantique également. Il faut s'engager, il faut savoir s'engager. Il ne faut pas faire... Non. Il faut prendre l'engagement et s'y tenir. Si on veut que quelque chose perdure, il faut lui donner les moyens. Et les moyens, ce n'est pas forcément des sous. C'est là que ce qu'on a la chance d'avoir connu, le partager avec les autres. C'est le cœur qui joue. C'est pas autre chose. Et alors qu'aujourd'hui, véritablement, c'est plus le vouloir être. Et ça change quand même. Il faut aller dans la vie, y aller simplement, mais y aller avec son cœur. Et les gens rient du cœur. Mais c'est quelque chose de fantastique, le cœur. C'est lui qui nous mène. Et c'est ça qu'il faut faire. Et qu'il faut dire. Parce que si on ne dit que des choses comme on a dit, comme ça ne sert à rien. Les femmes ont besoin d'être à leur place. Et la place, c'est pas être la première, mais pas être la dernière. Être avec tout le monde. Vous voyez, il faut que ce monde s'affermisse. Faisons ensemble le chemin, parce qu'on a besoin d'être ensemble.